Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. C'est parti, podcast numéro 94. Devrais-je faire une proposition aux consommateurs? Première fois que je parle de la proposition aux consommateurs, on va parler de quoi faire lorsqu'on se retrouve pris au piège avec l'endettement. J'ai souvent parlé d'endettement, mais rarement parlé jusqu'à la proposition aux consommateurs. Donc, je suis allé un petit peu plus loin, là, j'ai fait quelques recherches sur ce sujet-là, puis j'ai un cas réel, quelqu'un qui a communiqué avec moi, qui songeait peut-être à refinancer, qui avait son hypothèque qui arrivait à échéance, qui regardait pour trouver une solution à son problème d'endettement, m'a mentionné qu'elle pensait peut-être faire une proposition au consommateur. Donc, on va étudier son cas ensemble. Évidemment, j'ai changé les noms, les informations. On va étudier son cas, puis on va regarder est-ce que vraiment la proposition au consommateur ici est la solution. En réalité, non. Si vous m'appelez en passant, moi, je suis pas un expert de faillite proposition au consommateur, mais je vais par contre y aller avec le plan pour sortir de l'endettement. J'en ai déjà parlé sur le podcast, et c'est ce que j'ai fait avec la personne qui m'a appelé. On a regardé si on pouvait pas rembourser toutes ces dettes-là. OK. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais parler une nouveauté sur mon site web, une nouveauté pour vous si vous aimeriez entendre votre voix sur le podcast. Donc, si vous aimeriez m'envoyer un message vocal pour soit me poser une question ou pour me faire un témoignage qui viendrait inspirer les auditeurs d'Indépendance financière et hypothèque ou une question que vous pensez qui intéresserait aussi les auditeurs de Indépendance financière et hypothèque, j'ai ajouté une page sur mon site web pour enregistrer un message vocal. Vous pouvez aller sur frédériclacharité.com/message-vocal. Je vais mettre le lien, évidemment, dans les notes de l'émission. Lorsque vous allez sur cette page-là, vous avez un bouton qui permet d'enregistrer votre message, comme j'ai dit, soit votre question ou votre témoignage. Ça pourrait être, par exemple, si vous avez réussi à vous libérer de l'endettement. Vous pourriez me dire combien vous aviez en dette, quels étaient vos revenus, comment vous vous êtes pris, de quelle façon vous avez procédé pour vous libérer de l'endettement et comment que ça a changé votre vie. Vous pourriez un peu me parler de ça. Il y a une limitation en ce moment, par contre, avec ça, c'est que j'ai 60 secondes maximum d'enregistrement. Donc, idéalement, il faut que votre message soit à l'intérieur de 60 secondes. Mais si je vois qu'il y a un intérêt de la part des auditeurs, de me laisser des messages comme ça et que je puisse les faire jouer sur le podcast, puis répondre ou commenter, je vais peut-être m'abonner à ce service-là de message vocal et puis ça sera possible de laisser des messages de plus de 60 secondes. C'est un peu une limitation parce que je suis en mode trial ou en mode gratuit pour le service que j'utilise. Donc ça, c'était pour mentionner ma nouveauté sur le site web, message vocal. Si vous voulez entendre votre voix, partager votre histoire sur le podcast, allez sur cette page-là, enregistrez votre message, puis je vais faire jouer ça sur le prochain épisode ou en tout cas dans un épisode futur. OK, deuxième chose que je veux mentionner, si vous arrivez à échéance bientôt avec votre hypothèque, vous avez un renouvellement qui s'en vient, c'est possible que votre taux d'intérêt va augmenter et que en même temps, vous n'êtes pas trop satisfait avec votre prêteur actuellement, que vous n'avez pas trop de services, que peut-être l'offre qu'on vous fait n'est pas super intéressante et que vous seriez intéressé à avoir une bonne offre de renouvellement et avoir du bon service. Évidemment, en ce moment, c'est un bon moment. Beaucoup de gens qui arrivent à échéance, puis je fais des transferts. Et ça me ferait plaisir de vous aider à transférer votre hypothèque vers un nouveau prêteur, même que j'ai un prêteur virtuel qui a des taux assez compétitifs. Ça me ferait plaisir de regarder ça ensemble. Donc, je lance l'idée, si c'est votre cas, vous arrivez à échéance. 4 mois avant l'échéance, c'est le meilleur temps pour me communiquer parce qu'on peut réserver le taux 4 mois d'avance et puis à échéance, on transfère l'hypothèque vers le nouveau prêteur et voilà, c'est réglé. Évidemment, si vous êtes content avec votre prêteur actuel puis que vous êtes satisfait, vous pouvez renouveler avec votre prêteur. Il n'y a pas de problème. Puis, si vous voulez m'appeler à ce moment-là, juste pour être certain puis comparer, on peut faire
faire un appel ensemble, ça me dérange pas. Mais c'est surtout si vous n'êtes pas content avec votre prêteur actuel que là, on va regarder, puis peut-être que la solution, ça serait de transférer vers un nouveau prêteur. OK. Allons-y maintenant avec le vif du sujet. Donc, c'est Annie, qui n'est pas son vrai nom. OK? J'ai eu une discussion avec elle cette semaine, qui m'a appelé. En fait, c'est pas une auditrice du podcast, donc elle n'est pas familière avec le framework de Dave Ramsey, les baby steps, les 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, la paix financière. Pas familière avec ça. Elle n'a jamais entendu parler de ça. Elle me connaît de par Facebook. On a fait un appel ensemble. Puis elle m'appelait surtout par rapport à son hypothèque qui arrivait à échéance en juin de cette année. Puis là, elle essayait de voir s'il n'y aurait pas une solution. En plus, elle s'était faite refuser par sa banque un refinancement. OK? Puis là, elle voulait voir avec moi si c'est vraiment juste, il n'y a rien à faire ou si peut-être avec moi, j'aurais d'autres solutions. Donc là, je vais vous expliquer un peu sa situation, puis je vais vous expliquer aussi un peu comment s'est déroulé l'appel, mais je vais vous dire que j'ai fait par la suite aussi beaucoup plus de travail pour la préparation du podcast. J'ai fait beaucoup de calculs, puis je suis allé voir aussi plus d'informations sur la proposition consommateur, processus que j'avoue ne pas avoir beaucoup d'expérience. Je savais pas exactement c'était quoi une proposition consommateur. Là, on va parler de ça aujourd'hui parce que je suis allé chercher des informations. Je vais partager ça avec vous. Je continue, OK, avec la situation de Annie. Revenu d'environ 85 000 par année. Récemment séparée, elle a acheté une maison, elle seule, l'année passée. Puis là, elle se retrouve dans une situation un peu serrée, dans le sens qu'on a, oui, la maison, on a une location de voiture et on a 60 000 $ en dette, carte de crédit, marge de crédit. OK? Puis c'est un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Et puis là, on va faire les calculs, les ratios, tout ça d'endettement tantôt. En faisant le calcul, là, je comprends qu'on est serré, OK? Parce qu'il n'en reste pas beaucoup à la fin du mois. Il n'en reste pas beaucoup d'extra. OK, on va dire ça comme ça. Puis là, en plus, ici, Annie m'explique qu'il est arrivé plein de choses dans la dernière année, vraiment tristes, des événements un peu tragiques. Elle a eu un décès d'un parent. Elle a eu un accident où est-ce que son ex et un de ses enfants ont été blessés. Donc ça a été beaucoup pour elle sur ses épaules. Puis en plus, des événements qui sont difficiles émotionnellement à traverser. On a eu une blessure aussi qui a fait en sorte qu'on a dû arrêter de travailler pendant quelques semaines. Et puis là, s'ajoute à ça le fardeau de la dette. Puis là, on est essoufflé. On a eu plusieurs tuiles qui nous sont tombées sur la tête. Le fait qu'on avait justement des dettes n'aide vraiment pas à la situation. Et puis là, on cherche un peu une solution. Le fait de refinancer les dettes à l'intérieur de l'hypothèque, ça a été refusé par la banque. Parce que, il n'y a pas beaucoup d'équité de disponible sur la maison. Il y a une équité parce qu'on a mis l'année passée une mise de fonds de 20 %, mais un des problèmes majeurs, c'est que la maison est en zone inondable. Et puis que là, c'est très difficile pour le prêteur d'arriver à aller donner plus de financement. On était déjà en conventionnel au maximum du financement l'année passée, puis c'est pas accumulé assez de temps. La maison n'a pas augmenté assez en valeur. Et puis, en zone inondable, c'est extrêmement délicat. Les prêteurs ne veulent pas prêter sur des maisons en zone inondable. Ils vont le faire pour accommoder leurs clients, mais en réalité, ça devient très difficile au niveau financement hypothécaire. Parenthèse, évidemment, si vous contemplez acheter une maison en zone inondable, oui, peut-être que c'est moins cher, mais il y a des gros désavantages qui viennent avec ça. Côté cheminement vers l'indépendance financière, je pense qu'on se tire un peu dans le pied quand on va aller chercher une propriété qui est en zone inondable. C'est pas idéal. La valeur va pas augmenter aussi rapidement que les valeurs des maisons qui ne sont pas en zone inondable. Et puis, on va avoir peut-être des problèmes comme ici, c'est le cas, où est-ce que justement la propriété ne vaut pas assez cher pour refinancer puis nous aider. Malgré que le refinancement ici, hypothécaire, pour moi, n'est pas nécessairement la solution. Okay? Souvent, on repousse dans le futur un peu les problèmes et on ne règle pas la source du problème à l'origine. Donc ça ici, c'est une autre chose. Là, moi, je ne suis pas un fan des refinancements hypothécaires, surtout lorsqu'on n'a pas réglé le problème à l'origine. C'est-à-dire qu'on va acheter des choses dont on n'a pas l'argent encore.
On va acheter des choses, peut-être une voiture, peut-être des voyages, peut-être qu'on va être généreux avec nos proches, alors que c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc, on le prend sur la carte de crédit, sur les marges de crédit. Et puis, on se dit, ben, j'ai un bon emploi, je vais pouvoir payer ça dans le futur, jusqu'à temps qu'il nous arrive, justement, des tuiles qui nous tombent sur la tête. Et puis là, on n'avait pas prévu ça, des imprévus, des urgences. Et puis là, ça ne fonctionne plus. Les chiffres ne fonctionnent plus à ce moment-là et on se retrouve dans un cycle qu'on pense peut-être à faire une proposition au consommateur. Allons-y avec la proposition au consommateur. OK, là, je vais lire un peu. OK, une proposition au consommateur, c'est une solution juridique offerte aux personnes en solution de surendettement au Canada. Il s'agit d'un compromis entre le consommateur et ses créanciers négocié à l'aide d'un syndic autorisé en insolvabilité. Donc, il y a 3 parties dans une proposition au consommateur et on comprend que c'est similaire à la faillite. OK? On va avoir des créanciers. Donc, souvent, ça va être des banques. On va avoir l'emprunteur qui, lui, a les dettes et est titulaire de la dette. Puis, on a l'intermédiaire, OK, qui est le syndic autorisé en solvabilité, qui, lui, est là pour faire l'intermédiaire. Évidemment, lui, coûte quelque chose aussi. Il faut toujours penser que ces processus-là, c'est peut-être une solution, mais ce sont des solutions de dernier recours. Parce que rendu à ce stade, c'est certain que notre situation financière ne va pas s'améliorer. Ça va nous coûter très cher, OK? Parce qu'ici, on a des choses à perdre. Là. Si je reviens à Annie, Annie, elle a des choses à perdre. Elle a une équité de 50 000 $ sur sa maison. Elle ne veut pas perdre ça. C'est peut-être le plus gros montant qu'elle a réussi à accumuler depuis les 20 dernières années qu'elle travaille. Oui, il y a eu des tuiles qui lui sont tombées sur la tête, qu'il y a eu une séparation, mais là, on a ça. On ne veut pas perdre ça. Je vais continuer avec la proposition consommateur, puis on va voir que la maison, ça peut être un gros morceau, puis ça peut être une raison pourquoi on ne veut pas aller vers la proposition consommateur. Donc, fonctionnement d'une proposition consommateur, c'est qu'on va premièrement évaluer la situation financière avec un syndic. Puis c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Évidemment que ma recommandation, ça serait d'aller en voir un si on pense qu'on est rendu là. Mais moi, juste basé sur ce que je lis, puis mon expérience avec l'endettement, puis avec les 7 étapes de Dave Ramsey pour se sortir de l'endettement, je peux quand même parler de la solution qui impliquerait pas d'aller vers une proposition consommateur. Okay? Mais là, je reviens sur le fonctionnement d'une proposition consommateur. Donc, deuxièmement, on va présenter une offre aux créanciers. Donc, une fois que le syndic a évalué la situation financière, on va présenter une offre aux créanciers pour rembourser une partie de la dette. Puis là, on dit généralement, ça va être entre 30 et 70 % du montant total. Il va y avoir ensuite, en troisième lieu, un gel des intérêts puis des procédures de recouvrement dès le dépôt de la proposition. Donc souvent, à ce moment-là, c'est qu'on a des recouvrements, on a arrêté de payer parce qu'on n'était plus capable. Normalement, lorsqu'on fait une proposition consommateur, on est rendu là. Ici, dans le cas de Annie, on est à jour. On est essoufflé, mais on n'a pas encore manqué de paiement. On n'est pas en recouvrement. On est capable de faire les paiements mensuels, puis on n'est pas rendu encore en procédure de recouvrement. Quatrièmement, dans le fonctionnement d'une proposition, une fois que le gel des intérêts puis que les procédures de recouvrement sont gelées, il va y avoir un vote des créanciers. Donc, les créanciers vont devoir voter si la proposition est acceptée ou pas. Les créanciers vont regarder votre situation financière et vont déterminer s'ils acceptent ou pas. S'ils déterminent que vous avez les moyens parce que vous avez un bon emploi, que vous pourriez rembourser 100% de vos dettes parce que, selon leurs calculs, vous êtes en mesure de rembourser, il n'y a pas eu de recouvrement, vous êtes à jour, ça se peut que ce soit refusé, que le créancier dise « Ben non, pourquoi j'accepterais, moi, d'arrêter les intérêts puis de recevoir seulement une partie de la dette alors que la personne peut très bien payer. » Donc, c'est pas garanti quand on fait une proposition consommateur. Il faut vraiment être dans une situation d'impasse. Ensuite, il va y avoir un vote des créanciers, oui, et puis une fois si c'est accepté, ben là, on peut avoir un paiement mensuel fixe qui peut s'échelonner jusqu'à 5 ans. Puis, à la fin, on va effacer les soldes qui seront impayés à la fin du terme seulement, selon cette entente-là. Okay? Les avantages de la proposition aux consommateurs, c'est qu'on évite la faillite, on permet de conserver ses biens, maison, voiture. Mais là,
C'est ici que j'aimerais avoir l'avis d'un syndic. Je pense pas que c'est dans tous les cas qu'on va pouvoir conserver. Si on a une maison, par exemple, qui n'a aucune hypothèque, qui est payée, je suis pas certain qu'on peut juste effacer une partie de nos dettes puis conserver notre maison si on a une équité, si on a une valeur nette, puis qu'on pourrait très bien refinancer. OK? Puis ça, plus tard, ils vont le dire qu'en fait, les créanciers vont regarder ça. Quelle équité qu'on a sur la maison, quelle voiture qu'on conduit. Ensuite, les avantages de la proposition consommateur, c'est qu'on fige les intérêts. Donc, au moins, on arrête de payer des intérêts sur des intérêts. On a un plan de remboursement adapté pour la capacité de payer. On va adapter ça selon notre capacité. OK? Non pas seulement en fonction de ce qu'on doit, puis des taux d'intérêt. Les inconvénients, c'est que ça va affecter le dossier de crédit. Ça exige une discipline financière stricte, oui, parce qu'il faut le rembourser. Là. Si notre proposition, finalement, on ne la rembourse pas, ben là, c'est ça, là, on s'en va vers d'autres solutions de faillite. Puis là, on peut tout perdre. On peut tout perdre ce qu'on a accumulé depuis le début de notre vie, puis c'est pas le fun. Là. Repartir à 0-0, on ne veut pas arriver là. Un rejet possible si les créanciers jugent l'offre insuffisante. Oui, ça se peut que ce qu'on offre aux créanciers, ça soit insuffisant. Ça se peut que ça soit refusé, comme j'ai dit. Maintenant, on sait qu'une proposition consommateur, ça peut être considéré lorsqu'on est en situation de surendettement. Donc là, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui est considéré comme une situation de surendettement? Une situation de surendettement se produit lorsqu'une personne n'est plus en mesure de respecter ses obligations financières, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus payer ses dettes à temps sans compromettre ses besoins de base. Puis là, on va parler d'un ratio d'endettement élevé. Plus de 40% des revenus bruts est consacré au remboursement des dettes. On a un manque de liquidité, on a de la difficulté à couvrir les dépenses, incapacité à rembourser plus que le minimum sur ses cartes de crédit. On s'en sortira pas. On voit que peu importe ce qu'on fait, il va en manquer, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on démontre que c'est notre situation. C'est ça le surendettement. Là, ici, je vais faire le parallèle avec la situation d'Annie pour voir si on était dans cette situation-là. Mais je continue, retard ou défaut de paiement. Ici, Annie, on n'avait pas de retard ou défaut de paiement. Refus de crédit, oui, on est un petit peu rendu là. Exemple, avec l'hypothèque, on s'est fait refuser parce que, bon, il y avait une raison qui était liée avec la zone inondable de la propriété, mais aussi, je pense que les ratios d'endettement commencent à être serrés du côté de Annie. Et puis, le stress financier constant, oui, je pense qu'on est là du côté de Annie aussi avec le stress financier. Donc, ensuite, quand envisager une solution comme la proposition consommateur ou la faillite, c'est lorsque les dettes deviennent ingérables. Là, ici, moi, de ce que je vois, je crois que c'était toujours gérable. OK? Puis là, je ferai pause sur justement mes informations concernant le surendettement puis la proposition consommateur, puis on va aller voir les chiffres plus précisément de Annie. OK? Du côté d'Annie, la raison pourquoi que quand je lui ai parlé, je lui ai dit il y a de l'espoir. OK? D'après moi, ton plus grand atout, c'est le revenu. Annie avait un très bon emploi. Avec cet emploi-là, on était à 84 000 par année, mais elle me disait que ça, c'est comme son salaire régulier, que dans le passé, elle avait même fait jusqu'à 120 000 $ par année avec le temps supplémentaire. Et puis, ça, pour moi, c'est clé. C'est clé vers une solution à son problème de surendettement, c'est-à-dire on pourrait se faire un plan temporaire sur 2 ans. L'idée de rembourser rapidement les dettes, le fameux 60 000 $ de dettes qui nous empêche de respirer en ce moment, le revenu ici de Annie, c'est vraiment la porte de sortie vers une meilleure vie, vers la paix financière, vers on conserve l'équité de notre maison, vers on conserve nos acquis, puis on sort de l'endettement en se faisant un plan intense de 2 ans où est-ce que notre vie, oui, va prendre un pas en arrière. On fait un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. C'est pas facile, j'en conviens, mais avec de la détermination, avec un plan précis, avec aussi une vision positive de notre futur, avec un plan qui fait en sorte que, oui, ça va être difficile, mais ça va être temporaire, parce qu'on a à la fin, au bout du tunnel, on a la lumière qui est la paix financière, qui est notre fonds d'urgence. On va s'engager vers un plan qui, oui, va être intense, mais qui va durer seulement un certain temps pour se libérer un peu de nos erreurs financières, un peu de notre laxisme. Puis, tu sais, là, je dis des erreurs, mais j'ai beaucoup d'empathie parce que, en réalité, c'est la normalité. On s'est fait avoir par la société de consommation, on s'est fait avoir
savoir par regarder nos voisins, voir ce que tout le monde font autour de nous, c'est-à-dire aller chercher un paiement de voiture, c'est-à-dire faire des voyages, c'est-à-dire gâter nos enfants. Tout ça, on a un enfant d'ailleurs qui va au collège privé. On fait, oui, un très bon salaire, 84 000, 120 000, mais peut-être que notre réalité a changé du moment qu'on s'est séparé d'avec notre conjoint, mais qu'on a un petit peu continué à vivre le même train de vie qu'on vivait avant. Peut-être qu'on est habitué que c'était nous qui faisions le meilleur salaire dans le couple et qu'on a toujours été celui qui était généreux, qui donnait aux enfants, qui ne refusait rien. Et puis là, suite à une séparation, notre situation financière change, mais qu'on continue ensuite le même train de vie et qu'on n'a pas ajusté notre situation. Et puis là, on en paye un petit peu le prix parce qu'on a dû s'endetter pour continuer ce train de vie-là. Et puis, c'est la normalité. OK, c'est la normalité. Si on était en couple, peut-être qu'on s'en serait pas rendu compte qu'on aurait continué jusqu'à 65 ans comme ça et puis qu'on n'aurait pas accumulé grand-chose, mais qu'on se serait fait sauver peut-être par notre bon emploi qui a une pension à la fin de tout ça et puis que ça serait pas si pire et qu'on se retrouverait quand même sans être en surendettement, mais une vie normale. Mais là, la séparation et plusieurs tuiles qui nous sont tombées sur la tête ont fait en sorte que des urgences sont arrivées. On a un petit peu continué notre même train de vie et on a dû aller vers le surendettement. Donc, je pense qu'il faut faire un pas en arrière. Il faut se dire, OK, puis là, c'est le plan que je lui ai proposé. Je dis, Annie, regarde, t'sais, la solution de refinancement de ton hypothèque qui s'en vient, malheureusement, je pense pas que je vais être en mesure de t'aider pour consolider tes dettes avec le refinancement hypothécaire. La banque l'a refusé, puis je pense pas que moi, de mon côté, avec la zone inondable, on va être en mesure de faire mieux. En plus que déjà, je calculais les ratios d'endettement, puis ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, par contre, Annie, si t'es ouverte, on pourrait discuter d'une autre solution, on pourrait discuter d'un plan. Puis là, Annie était ouverte à ce qu'on discute de ça. Et c'était la première fois qu'elle entendait justement quelqu'un lui donner un plan aussi précis que le plan de remboursement de Dave Ramsey, c'est-à-dire étape numéro 1, on se fait un fonds d'urgence minimal de 1 000 $. Étape numéro 2, on fait la liste de nos dettes de la plus petite à la plus grande et on rembourse les dettes une par une, OK, en commençant par la plus petite. Et puis, on fait les paiements minimums sur chacune de nos dettes. On réduit nos obligations mensuelles au minimum. On essaie de voir, OK, partout où est-ce que l'argent part de notre paye qu'on donne à nos enfants, on fait pause sur tout. Si, via notre employeur, on cotisait beaucoup à nos placements, temporairement, OK, temporairement, on réduit ça. Parce que là, on est en situation de crise, on est en situation d'urgence, on va se faire un plan sur 2 ans pour clairer le 60 000 $ de dette, clairer le prêt voiture et on se donne comme objectif que dans le futur, l'endettement, c'est terminé. Et que c'est à cause de la société de surconsommation, à cause de la banalisation de l'emprunt, du crédit pour les voitures, tout ça, on s'est fait avoir un petit peu par rapport à ça et on s'est fait prendre au piège. Et moi, je veux lui montrer une vie meilleure, une meilleure façon de procéder, c'est-à-dire qu'on va, oui, se faire un plan pour rembourser tout ça, mais c'est important aussi de prendre la résolution que dans le futur, toutes nos dépenses, que ce soit voiture, que ce soit voyage, consommation, on va accumuler le montant puis on va le payer. Que ce soit des rénovations pour la maison. Mais là, présentement, Annie, elle avait déjà sa maison. Sa maison avait été rénovée en 2011. On est correct pour un petit bout qu'on n'aura pas plus jamais besoin d'emprunter pour le futur. Plus jamais. Pas pour l'hypothèque, pas pour des rénovations, pas pour des voitures. On n'empruntera plus jamais. Donc, c'est un peu le changement de mindset que souvent, on ne se fait pas dire. Il n'y a pas une banque, quand vous allez voir votre conseiller à la banque, il n'y a pas personne qui va vous dire ça. Les banques ne vous diront pas ça. C'est plate à dire, mais les banques font de l'argent quand vous allez emprunter. Si vous allez au concessionnaire de voitures, évidemment qu'une location, c'est ce qu'il y a de plus payant pour les vendeurs de voitures. Les locations, c'est la façon la plus coûteuse de consommer nos voitures. Donc, moi, idéalement, si on est capable
la location, de s'en sortir, d'aller chercher une voiture qui vaut 5 000 $, on est capable de faire l'aller-retour à notre travail avec une voiture qui coûte 5 000 $. C'est possible. On n'a pas besoin d'une voiture qui vaut 40 000 $. Elle me disait, oui, mais là, j'ai ma borne électrique, ça me coûte pas cher en électricité. Je comprends. Sauf que là, présentement, on est en situation de crise. Si on conserve la voiture, la location pour le futur, regardez, c'est une chose. Ça va juste être un petit peu plus long pour se sortir de l'endettement puis de faire ce plan-là. Mais moi, c'est le plan que je proposais. Et puis, Annie, en fait, était très contente une fois que... C'est la première fois que quelqu'un lui parlait de ça, de cette façon-là, et puis avec douceur, puis surtout avec une vision positive du futur. Parce que une fois qu'on réussit à sortir de ça, on va avoir une très grande fierté. Et puis là, on peut revenir à un train de vie normal. Hein? On se dit que c'est temporaire, on se serre la ceinture, on va être intense comme la gazelle qui se sauve du lion. On va impliquer les membres de notre famille, nos enfants vont savoir qu'on est dans un régime très, très strict parce qu'ils vont devoir arrêter de recevoir un petit peu la subvention des parents. Les enfants vont devoir se débrouiller pour les extras. Les enfants, oui, on va continuer évidemment de les nourrir, les loger, mais on va se concentrer sur les besoins essentiels pendant 2 ans, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se transporter. On va s'en tenir à ça. Puis les cadeaux, les extras, les collèges privés, les voyages, on va faire pause là-dessus. Puis tout ce qui est extra, les sorties, les restaurants, on va arrêter ça pour une période temporaire pour pouvoir revenir à tout ça plus tard dans une bien meilleure situation. On va se faire un plan en 2 ans. On va faire plus d'heures au travail. Le 84 000, si on peut retourner à faire un 120 000 pour une période temporaire pour se sortir de tout ça le plus rapidement possible, c'est ce que je suggérerais de faire. Je reviens aux chiffres de Annie. Avec un salaire de 84 000, j'arrive à un montant mensuel net dans mes poches d'environ 5 000 $. De ce 5 000 $-là, on a présentement un 900 $ qui part pour l'hypothèque. OK? Puis ça va tomber à 1 000 $ au mois de juin parce qu'on va devoir renouveler, notre prêteur va devoir renouveler notre hypothèque, il n'y a pas le choix. Puis le taux d'intérêt là, va augmenter, va passer de 3 à 4 ou 4,5 %, ou en tout cas, dépendamment d'où est-ce que les taux sont rendus en juin. Mais là, on est proche, là, on est en avril. Donc, ça risque d'être proche de 4 %. Puis, si on n'a pas une bonne cote de crédit, si le prêteur ne nous accorde pas, parce qu'on n'aura pas le choix, hein, on ne pourra pas aller ailleurs. Donc, le prêteur va un peu décider quel taux qu'on va avoir. C'est un peu le désavantage d'être dans cette situation-là. Plus qu'on est endetté, plus qu'on va payer cher en taux d'intérêt. Mais ici, si le prêteur il est gentil, il devrait donner un 4 %. En tout cas, j'espère pour elle qu'elle va avoir un taux autour de 4 %. Puis, son prêt est amorti sur 30 ans. Donc, ça devrait continuer. Peut-être qu'elle va tomber à 1 1 100 $ d'hypothèque. Donc, on se rappelle, elle a un 5 000 qui rentre par mois si elle ne fait pas de temps supplémentaire. Ça, c'est un 20 % de notre paye qui part pour le logement. Puis là, on doit payer avec ça aussi les taxes municipales scolaires, un autre 200 $ de plus le chauffage. Disons 300 $ de plus aussi pour les taxes et le chauffage. On est à environ un bon 20 % de notre revenu, 20-25 % de notre revenu brut. Mais de notre revenu net, on a un petit peu plus que ça. Là. On est à 25-30 % de notre revenu net qui part vers l'habitation. Okay? Fait que ça, c'est un essentiel, on ne s'en sauve pas. Ensuite, combien de paiements qu'on a vers la dette? Eh bien là, j'ai calculé que la voiture, c'était 725 par mois. Ça, on a un 10 % de notre revenu brut qui part pour la voiture. Puis ensuite, on a le fameux 60 000 $ de carte de crédit, marge de crédit. On a un 25 % de notre revenu brut qui part vers le remboursement de la dette. Ça, c'est si je calcule 3 % du solde. Okay, là-dedans, normalement, il y a un petit montant qui sert à rembourser le capital, mais il y a une bonne partie qui c'est de l'intérêt. Donc, on est ici à 36 % si on considère la voiture plus le 60 000 $ en carte de crédit, marge de crédit, on est à 36 % du revenu brut en endettement, OK? En paiement, en remboursement de la dette. Et puis là, je reviens avec ce qu'on nous disait sur une situation de surendettement.
on considère qu'à 40 %, on est en situation de surendettement. Donc, 40 % du revenu brut est consacré au remboursement des dettes. J'ai enlevé le paiement hypothécaire de tout ça, là, parce que le paiement hypothécaire, ça fait partie des essentiels. Si on n'avait pas ça, il faudrait payer un loyer. OK? Donc, je l'exclus, mais on est presque à 40 % juste en remboursement de dette. Donc, on est proche du surendettement. Okay? Par contre, on est à jour avec nos paiements, puis on est capable de le payer. Donc, c'est pour ça qu'ici, si je reviens à la proposition aux consommateurs, je crois, puis vous me direz si vraiment il y a un syndic en faillite qui m'écoute. Puis j'ai pas conseillé de ne pas aller voir en passant là, le syndic en faillite, mais je lui disais que c'était possible là, de rembourser puis de faire le plan de Dave Ramsey de remboursement des dettes, parce que selon ce que je vois, on est limite. On n'est pas encore en difficulté assez grande et désespérée pour aller voir pour une proposition aux consommateurs. Donc, je pense qu'on peut sauver ici encore l'équité sur la maison, puis s'en sortir. Mais ça prend une bonne détermination, ça prend une intensité de la gazelle. Le plan, donc, on a discuté ensemble. Donc, on fait pause sur les investissements. On va y revenir dans nos investissements. Lorsque toutes les dettes vont être remboursées, on va revenir à mettre un 15-20 % pour la retraite. Ça, c'est important de faire ça tout au long de notre vie. On doit revenir à ça absolument. On va revenir à un rythme de vie plus sain si on veut réduire nos heures au travail, faire 40 heures, puis arrêter l'overtime. Évidemment, on pourra le faire. On pourra se faire un fonds d'urgence pour éviter, si jamais il y a des tuiles qui nous retombent sur la tête dans le futur, d'éviter de retourner sur les marges de crédit, carte de crédit, de se faire un fonds d'urgence, un bon 15 000 de côté. Là. On dit 3-6 mois de dépenses. Puis on va essayer de se mettre ça de côté. Puis après ça, on va vivre notre vie avec la paix, puis on va vivre notre vie avec l'argent qu'on a. Puis en libérant 2525 $ par mois qui présentement va au remboursement des dettes, ça va être le fun. On peut se payer des belles choses là, par mois avec tout ce qu'on n'aura pas besoin de payer en remboursement de dettes. Ça va aller vite accumuler un voyage qui coûte 5 000 $. En 2 mois, c'est fait, là. On l'a accumulé, notre 5 000 $ de voyage, en 2 mois. Imaginez qu'on élimine ici le 2 525 qui part en remboursement de dette par mois. N'oubliez pas qu'on a 5 000 qui rentrent là, par mois de notre salaire, puis on a un 1 300, 1 400 qui sort pour notre habitation. Le reste, on a besoin de manger. Notre remboursement d'endettement, c'est là qui est notre qualité de vie. Là. Puis regardez, une voiture à 5 000 $ aussi, là, ça prend 2 mois l'épargner quand on n'a pas de dette. Ça prend 2 mois, on l'épargne, puis on achète notre voiture. Puis si on veut l'acheter, une voiture à 15 000, ça prend 6 mois de l'épargner. C'est faisable, là. C'est pas une grosse affaire. C'est comme ça que je fonctionnerais dans le futur. Puis on y va selon nos priorités. Notre priorité, c'est-tu avoir une voiture à 15 000 ou c'est d'aller faire un voyage à 5 000? Avec le lousse qu'on a dans notre budget de 2 500 $ qu'on va avoir suite à avoir remboursé toutes nos dettes, on va pouvoir prendre ces décisions-là. Si c'est des restaurants qu'on veut, on va aller au restaurant. Je pense que je vais arrêter là. Devrais-je faire une proposition aux consommateurs? Dans le cas ici, Danny, je pense que la solution de rembourser de façon intense les dettes, de changer son parcours financier, de changer sa façon de voir l'endettement, de voir sa consommation, ici, va vraiment nous apporter une meilleure vie. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, épisode numéro 94. Je termine en vous parlant du Club Privilège. Le Club Privilège, c'est un courriel par mois que j'envoie. Pour que vous puissiez recevoir ce courriel-là, vous devez vous inscrire. Donc, vous pouvez aller sur mon site web, frédériclacharité.com/club-privilège. Vous n'avez qu'à donner votre nom, votre adresse courriel et je vais vous ajouter au Club Privilège et vous allez recevoir dès le mois suivant le premier courriel. Et lorsque vous recevez le courriel du Club Privilège, premièrement, il y a un article, on parle des actualités par rapport aux hypothèques. Il va y avoir une question, simplement répondre à la question. Vous pouvez répondre n'importe quoi. Puis, vous êtes automatiquement inscrit au tirage. C'est un beau prix, c'est un prix entre 1 000 et 5 000 $ qui est tiré à tous les mois, plus une carte cadeau de 50 $ aussi qui est tirée. Je vous invite à vous inscrire au Club Privilège. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires. Vous
quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.